Bon, alors je m'appelle Thierry Geffray, j'habite dans la Drôme et plus précisément dans le sud du Vercors, dans le Haut-Diois. Voilà. Et je travaille comme agriculteur dans un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun, où nous sommes 4 associés. Alors, comment j'en suis venu à l'agriculture? D'abord, je viens d'un milieu plutôt urbain, Deauville, une société qui n'est pas très agricole, avec une mère qui était décoratrice. Et puis, j'étais très, comment dire, enseigné par la mer, MER. Et donc, j'avais un rapport sensuel à l'environnement qui me disait que j'allais pas me retrouver sous des néons ou en milieu urbain ou de façon hors sol. Donc je ne savais pas encore que c'était l'agriculture, mais en tout cas, je voulais me retrouver dans un milieu naturel. Alors ma recherche de me rapprocher d'un milieu naturel est passée aussi, a été accompagnée par l'idée du voyage. C'est-à-dire que j'avais envie de sortir de cette société qu'on pourrait appeler du paraître à Deauville. Et je me disais, il faut que je sorte de ce milieu et j'avais envie de voyager. Et donc j'ai fait une école d'agronomie tropicale au Havre qui s'appelle l'ISTOM. Et en même temps, j'étais aussi attiré par la dimension collaborative que j'avais expérimentée sur la plage avec des copains à faire des barrages et des petits châteaux de sable. Et je me disais, le collaboratif, la coopération est quelque chose d'important. Et donc j'ai fait d'un côté l'ISTOM et de l'autre côté, je me suis inscrit au collège coopératif à Paris avec Henri Desroches et où on a regardé sous tous les angles sur cette planète comment se développer l'agriculture coopérative. Voilà. Du coup, ça m'a emmené à partir dans les pays d'outre-mer, au Sénégal et surtout en Amérique latine, où j'ai travaillé pendant 2 ans au Nicaragua. À une époque, c'était en 1973, où j'ai monté des maisons familiales d'éducation rurale et j'ai travaillé pour la réforme agraire. Voilà. C'était l'époque où il y avait un dictateur qui s'appelait Somoza et donc on a participé aussi au changement un peu révolutionnaire de ce territoire. Voilà. Et donc cette coopération s'est poursuivie un peu au Guatemala, un peu au Mexique, et puis je suis revenu en France avec, quelque part, j'étais métamorphosé par l'ingéniosité des gens que j'ai découverts là-bas. Moi, je suis arrivé avec ma science monoculture, entre guillemets, et j'ai découvert un patrimoine agronomique chez les paysans nicaraguayens ou guatémaltèques ou mexicains qui m'a émerveillé. Et je me suis dit, il ne s'agit pas simplement d'être ingénieur, il faut aussi être ingénieux. Voilà. Et je me suis dit, quelle est la situation dans laquelle je serais le plus en cohérence et le moins en porte-à-faux, ce serait peut-être de devenir paysan. Et donc l'idée s'est amûrie en revenant de la coopération, de m'installer en tant qu'agriculteur en me disant il faut que je sois cohérent avec mes idées. Passer d'être ingénieur à ingénieux, ça me paraît quelque chose d'atteignable en étant paysan en France. Alors comment je suis devenu paysan en France? D'abord c'était un projet que je dirais collectif, parce que l'idée c'était quand même de ne pas rester au cul des bêtes pendant 365 jours. Et puis parce que l'agriculture collective, je trouvais qu'elle était intéressante, elle permettait de se préparer à d'autres fonctions que la fonction de production primaire, mais à une multifonctionnalité. Déjà, on pensait, si tu veux, faire de la transformation, on pensait à une ferme pédagogique, on pensait à un certain nombre de choses. Voilà. Et donc avec des collègues qui étaient aussi passés par l'école de l'ISTOM, d'ingénieurs en agronomie tropicale, on a cherché un lieu. Alors forcément en Normandie c'est très très cher. Et puis on est tombé assez par hasard sur cette ferme dans le Haut-Diois qui se situe à 1000 mètres d'altitude
mais qui présentait l'avantage d'avoir des écosystèmes différents. C'est-à-dire qu'on allait pratiquement de 1500 mètres à 700 mètres. Et ça nous plaisait bien parce qu'on se disait, avec ces différents étages d'écosystèmes, on va pouvoir faire des choses différentes. L'idée première, c'était de dire, on va refaire exactement ce que faisaient les gens. Donc ces deux vieux garçons qui nous ont vendus, et on a refait pendant 2 ans au moins ce qu'ils faisaient, parce qu'on pensait qu'ils avaient une certaine connaissance du milieu et que ça pouvait nous aider. Et on s'est donné 2-3 ans pour pouvoir réintroduire après d'autres idées et de l'innovation. Et donc la ferme, c'était une ferme moutonnière avec de la lavande, et donc on a commencé avec du mouton principalement. D'abord, l'agriculture collective, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc il y a eu une équipe ferme de 4-5 personnes, mais à géométrie variable. Ensuite, on s'était dit qu'en 5 ans, on serait pratiquement installé. Il nous a fallu pratiquement 10 ans pour pouvoir remettre à niveau les maisons qui fuyaient de partout, les bergeries, remonter la fertilité des sols. Et donc là, il a fallu serrer les dents sur le quotidien, tu vois, pour assurer la bonne marche de la ferme. Et en étant néo-rural, on était des néo-ruraux, on était un peu en rupture culturelle avec nos milieux, avec nos amis, et donc ça nous oblige à sortir, malgré qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur la ferme. Et c'était le cas de nombreux néo-ruraux qui ont monté des associations. À l'époque, il y avait des CETA, des centres techniques agricoles, et des GVA, des groupes de vulgarisation agricole. Donc on est rentré là-dedans. À un moment donné, au bout de 5 ans, je suis devenu président de l'ensemble des CETA et des GVA de la région, qui s'appelle le DIWA, et puis j'avais des responsabilités régionales. Et donc l'alchimie ou la conjugaison entre un territoire et des gens migrants qui arrivent, elle se fait bien à condition que ce territoire soit accueillant. Et ce territoire du DIWA était accueillant. Et ça, c'est une chance, parce qu'on n'avait pas identifié si c'était le bon territoire qui était ouvert à de l'innovation ou pas. Et on est tombé sur un territoire qui avait fait la résistance, le Vercors, qui n'était pas loin, qui avait eu beaucoup de protestants qui étaient venus, et ça avait créé une grande ouverture. C'est de là où sont partis les Huguenots vers l'Allemagne, mais ça avait créé des valeurs d'ouverture, d'accueil très intéressantes, ce qui fait que la mixité et la conjugaison entre les locaux et les néos ont pu être très très bénéfiques. Voilà. Et de fil en aiguille, on a pris tous des responsabilités. Aujourd'hui, il y a 300 associations sur le DIWA, par exemple, qui est une des parties de la Biovallée, et pour 11 000 habitants. Donc c'est un tissu très très réactif, très 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 vivant. Et donc voilà, moi je me suis installé, je ne l'ai pas dit, en 1976, donc il y a 40 ans. Donc en 40 ans, on a le temps de faire des choses, de monter des prototypes innovants à différents niveaux. Donc ça peut être au niveau de l'intercommunalité, ça peut être au niveau des CETA et des GVA, ça peut être au niveau d'un territoire encore plus vaste comme la Biovallée. Comment on est arrivé à la Biovallée? C'est une longue histoire. Je t'ai dit qu'on était arrivé en 1976, et donc ça fait 40 ans. Donc 10 ans pour mettre à peu près à niveau l'exploitation agricole, 10 ans pour prendre des responsabilités dans le monde agricole en tant que responsable de CETA, de GVA et tout ça. Et puis après, dans un pays quand même où on est 6 habitants au kilomètre carré, qui avait subi une forte déprise, le monde agricole s'était un petit peu refermé. Les agriculteurs bio arrivaient, ce qui fait qu'aujourd'hui on est la plus grande concentration de France d'agriculteurs bio dans les néos, et on s'est dit qu'il fallait sortir du précaré agricole. Et donc moi j'ai pris une option qui était de prendre des responsabilités politiques. De fil en aiguille, je suis devenu président de la communauté de communes du DIWA, 62 communes à l'époque,
qui nous permettait de faire et un leader et un contrat avec la région Rhône-Alpes, tout ça, pour remettre l'agriculture au cœur du développement local. Grosso modo, ce qu'il se profilait et la voie royale, c'était le tourisme pour ce territoire. Et donc, sortir et remettre l'agriculture au cœur du territoire, c'était redonner une autre stratégie, un autre projet de territoire à cet espace, en disant c'est quand même l'agriculture qui est la base de la présence dans ce territoire. Il faut sauver les jeunes agriculteurs, donc on a fait des plans de développement durable, on a fait des contrats territoriaux d'exploitation, et donc sur le Diois, il y a une dynamique importante qui a été développée, qui a permis de lancer aussi l'agriculture bio. Ça n'a pas été sans difficulté. On est aujourd'hui dans une journée où on dit sortons du salon. Bon. Et à l'époque, quand on a fait les contrats territoriaux d'exploitation, les éleveurs du Diois, il y en avait plus d'une centaine, disaient on n'est pas des jardiniers de l'espace. C'est-à-dire que la relation pays-paysan que j'avais à peu près réussi avec des collègues, on était toute une équipe, elle coinçait sur paysage. Et donc j'ai vu qu'il y avait une journée avant qui s'appelait Pays, Paysan, Paysage. Ça coinçait parce que les éleveurs disaient nous, on veut vivre du prix de nos produits et on est dans une fonction de nourricier de la société. Et on nous oblige à faire des paysages. Et l'argent qui arrive sert à faire des paysages. Et on ne veut pas. Blocage pour faire ces contrats territoriaux d'exploitation. Je développe un petit peu, c'est une anecdote assez intéressante parce qu'on va voir qu'il y a des chemins de résilience dans le rapport à la société urbaine et à la société paysanne. Là, on était bloqué. On dit, cet argent-là, au lieu d'imaginer qu'on fait des paysages avec ça, on imagine qu'on fait des clôtures pour les vaches et pour les moutons et pour les chèvres, de façon à mieux gérer ce que j'appelle la culture du soleil, c'est-à-dire la dynamique des végétations pastorales. Et les clôtures nous permettent de faire le travail que faisaient les anciens bergers. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, on a une dérive de la qualité des végétations. C'est-à-dire que quand on a trop d'espace pour trop peu de brebis, et c'est ce qui se passe dans un pays en déprise, si tu veux, eh bien, tout ce qui est mauvais comme plantes, graines, et tout ce qui est bon est mangé par les brebis. Voilà. Et donc, il faut serrer comme faisaient les anciens bergers et gérer ces végétations dans une dynamique plutôt positive pour éviter de dépendre des intrants industriels, de l'agro-industrie par exemple. Et à ce moment-là, les agriculteurs disent « Ah, mais si on y va avec cet argent qui soi-disant a été fait pour les paysages et pour les urbains, sur une cohérence au niveau de récupérer nos espaces, nos landes et nos forêts, c'est OK, on y va. » Et on a fait 95% des éleveurs du Diois ont fait des CTE. C'est pour montrer, si tu veux, que l'apport des néo-ruraux à un moment donné permet aussi de débloquer des blocages psychologiques sur cette idée qui est légitime. On est là pour nourrir la société. Voilà. Donc aujourd'hui, où on va parler par exemple de l'exception agricole, avec comme finalité la santé, on retrouve là une alliance pertinente entre la société urbaine et le monde paysan. Et là, c'est résilient. C'est-à-dire que moi, je vois bien que les paysans chez nous, ils vont se dire, ça c'est intéressant. On reconnaît de nouveau notre fonction nourricière et de qualité. Pas à travers l'agro-industrie, mais à travers la qualité des produits qu'on va pouvoir faire, et notamment les bio, puisque une exploitation sur 3 est en bio chez nous. Les chemins de résilience, s'ils sont trop égocentrés, c'est-à-dire je suis sur ma ferme, je fais de la bio, et puis le reste, le territoire, le rapport au territoire, bon, c'est pas vraiment mon problème.
il y a une limite au développement personnel, il me semble. Et donc, ce que l'on a essayé de faire sur le Diois, c'est de respecter, ou en tout cas de nourrir un continuum entre le développement personnel, une ferme, un niveau associatif et un niveau territorial, voire après des implications au niveau national ou international. C'est comme des poupées russes. Donc j'ai parlé un petit peu de la ferme, on peut parler du niveau associatif, c'est-à-dire de l'école pratique de la nature et des savoirs. En quoi c'est intéressant? Mais c'est parce que la ferme est un atelier de l'école pratique de la nature et des savoirs où il y a 5 autres ateliers. Il y a une école pour les enfants, il y a un atelier d'accompagnement du changement pour les entreprises qui s'appelle Novasens, et puis il y a des séminaires et des chantiers. Voilà. Alors l'intérêt, c'est que en adossant une ferme comme la nôtre à une association, on construit un continuum aussi pluridisciplinaire ou pluridimensionnel. C'est-à-dire que les enfants viennent à la ferme. Les enfants qui sont à l'école qui s'appelle Caminando, chemin faisant en espagnol, ont une ferme en vraie grandeur, puisque c'est une ferme quand même de 1000 hectares, 600 brebis, 20 vaches, 12 chevaux, des cochons et des poules. Et c'est leur ferme, c'est-à-dire qu'ils viennent voir. Voilà. L'atelier accompagnement du changement des entreprises viennent en stage sur la ferme. On a une structure d'accueil qui permet d'accueillir des chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise, pour penser le changement, quand ils voient comment on essaye de réaliser à partir d'une ferme monoculture extensive ovine, une ferme en permaculture, polyélevage, puisqu'il y a 4 troupeaux différents, ils trouvent ça très très intéressant. Il se joue aussi de l'intergénérationnel. Et donc la visite de ces entrepreneurs, de cet autre monde qui s'interpénètre avec l'agriculture est assez intéressant. Et ça nous met en situation de faire émerger un nouveau profil paysan. Ça ne va pas être donné à tout le monde, mais en tout cas, il y a plusieurs endroits en France comme ça qui s'adossent dans des partenariats associatifs et qui permettent de faire des interpénétrations avec d'autres mondes, qui est le monde urbain, le monde de l'entreprise. Donc le PNS, pour ça, c'est intéressant. C'est un prototype, d'une certaine façon, qui nous permet le chemin de la résilience. Et c'est un prototype aussi qui est très lié par de l'interculturel. C'est-à-dire qu'on est inspiré par des penseurs français. Edgar Morin est notre parrain. On a été inspiré par André Gorz sur l'écologie et tout ça. Mais on est aussi inspiré par leur rencontre avec les Kogi, qui est un peuple de Colombie, en Amérique latine, et qui, eux, ont un rapport assez particulier au monde et au territoire. Ils considèrent leur territoire comme un corps territorial. Et quand on dit ça, un corps territorial, tu te dis, mais c'est extraordinaire en fait. C'est-à-dire que nous, dans notre culture d'aménagement du territoire, où le territoire est un objet, tout d'un coup, il se métamorphose en sujet, avec tout ce qui se retrouve comme, comment on pourrait dire, singularité liée au corps humain. Il y a une espèce je ne sais pas comment on peut appeler ça, hologrammie entre les principes du corps et le corps territorial. Mais cette notion de corps territorial peut nous aider à passer de la culture de l'aménagement du territoire à la culture du ménagement du territoire. Et aujourd'hui, on aimerait bien que les Kogi viennent expertiser notre territoire, qui est la Biovallée, pour voir comment ce corps territorial fonctionne. En tout cas, ce rapport interculturel permet de nous aider au changement de notre propre rapport culturel au monde. Parce que là, on va parler de l'exception agricole aujourd'hui, hein, de la santé. Mais ce qui est surdéterminant à tout ça, et ce qui nous intéresse aussi, nous, sur le terrain,
c'est comment on change notre rapport culturel au monde. Voilà. Michel Serres, qui parraine un petit peu cette journée, disait nous sommes le monde est en nous, mais nous l'avons oublié. Donc les chemins de la résilience, c'est comment ramener le monde dans notre quotidien. Et avec les Kogi, c'est un accélérateur qui nous ramène le monde. Parce que eux, ils sont dans un paradigme qui est l'homme et EST, la nature, alors que nous, on décline encore un paradigme cartésien, de la culture catholique aussi, qui est l'homme et puis la nature. La transformation culturelle au territoire, c'est un peu le dernier niveau de la poupée russe dont on parlait tout à l'heure. C'est en fait un prolongement naturel au développement personnel et à l'action économique d'entreprise qu'on peut avoir. Et c'est très important d'avoir cette possibilité-là, parce qu'aujourd'hui, ce qui ressort le plus dans notre société, Edgar Morin parle d'un destin de perdition, c'est la notion d'impuissance. C'est-à-dire qu'on se retrouve en situation inquiète, d'angoisse et d'impuissance. Le niveau associatif de l'EPNS, c'est le niveau de là où il y aura le plus d'impact au niveau de la métamorphose, parce qu'on travaille le rapport de groupe. Mais le niveau territorial est aussi important parce qu'il nous donne accès à comment être citoyen de la planète, mais dans un accès assez proche. C'est-à-dire que c'est un territoire qui fait 100 km, qui est compréhensible dans ses différentes composantes. Et donc, donner la possibilité à chacun des habitants de trouver un prolongement à son développement personnel ou d'entreprise dans un rapport au territoire est quelque chose d'important. Et donc, BioVallée, c'est un peu ça l'idée. Alors, pour y arriver, on démarre par une impulsion politique. L'impulsion politique, c'est ce qui se passe de façon générale, et heureusement que les politiques sont là pour ça. Moi, j'ai fait partie des impulseurs à ce moment-là, avec Jean Serré, avec Didier Jouve, des gens comme ça. Et on a fait un grand pari avec la région Rhône-Alpes, qui a décidé que ce territoire serait un des grands projets de la région Rhône-Alpes. Et on a obtenu une dizaine de millions de francs pour commencer à construire la BioVallée, qui regroupe 3 intercommunalités, c'est-à-dire 3 sous-ensembles territoriaux. La BioVallée, c'est quelque part une façon de passer de territoire de vie, qui était en survie avant, à un territoire d'envie. C'est-à-dire à un récit prophétique. C'est-à-dire à quelque chose qui fasse rêver les gens de ce territoire. En se disant, on n'est plus impuissant, on peut intervenir sur ce territoire si on le veut. Depuis les enfants qui sont en classe, au lycée, qui réfléchissent sur les aménités de leur territoire, sur la qualité de leur territoire, jusqu'aux personnes. Alors l'impulsion politique, elle a un intérêt, mais elle a des limites. Son intérêt, c'est d'être impulseur. Ses limites, c'est que ça fait un territoire dans l'esprit politique qu'on pourrait appeler d'une BioVallée pour tous. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer dans un deuxième étage de la fusée à une BioVallée par tous. Une BioVallée par tous, c'est-à-dire passer d'une gouvernance uniquement publique à une gouvernance territoriale. Et avec cette gouvernance territoriale, l'émergence d'un bien commun. La BioVallée, bien commun, partagé entre tous les gens, territoire de lien, parce qu'on est très déliés aujourd'hui au niveau de notre société. Ça, c'est prophétique. Mais ce n'est pas simple à réaliser. Donc dans l'association BioVallée qui a été constituée, on a 3 collèges. Un collège d'élus, un collège du monde des entreprises, un collège associatif. Et aujourd'hui, pour ouvrir à l'ensemble des habitants, on a un collège des sympathisants. Donc j'aurais tendance à me dire, quand on parle, si tu veux, de l'histoire de la BioVallée, je réponds souvent, l'origine de la BioVallée est devant nous. C'est-à-dire que derrière nous, il y a eu l'impulsion, on a décrété la BioVallée. Aujourd'hui, il faut pouvoir la vivre
il faut pouvoir faire territoire, il faut pouvoir pratiquer ces chemins de résilience. De la même façon, aujourd'hui, on va parler de l'exception agricole. Mais l'exception agricole, elle ne se décrète pas. Les chemins de la résilience se pratiquent. Et c'est ça qui est intéressant dans cette journée, c'est cette invitation à faire différentes tables rondes avec ce que l'on appelle le retour d'expérience du terrain. Et à ce moment-là, on verra comment, dans cette copulation cosmique, le terrain entre le descendant et l'ascendant, qui pensent l'exception agricole, peuvent se rencontrer pour pouvoir conjuguer en fait des approches. Mais l'approche pratique est pour nous déterminante. C'est ce qui m'a animé quand je me suis installé comme petit paysan. Je voulais être ingénieux, je voulais être aussi ingénu. Et l'ingénuité, c'est la rencontre avec les Kogi. Et donc, l'innovation, elle va passer quand même par une rupture de paradigme. Elle va passer par ce que disait par exemple Einstein. Einstein, il disait, c'est pas avec les habitudes de pensée qui sont à l'origine des problèmes qu'on rencontre qu'on va pouvoir les résoudre. Donc il faut changer de paradigme. C'est pour ça que Michel Serres, il parle de changer le rapport culturel au monde. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas un petit enjeu.